Ah d'accord, donc épuisé. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup, merci de même, au revoir. Ah, oh, il y a 1052. Ils ont mis 1050. Symbole du confort électrique, le réfrigérateur trône en maître dans les cuisines françaises. Suivi de peu, du lave-linge, congélateur et lave-vaisselle sont apparus plus récemment au milieu des années 70. Reste que nous vivons dans la terreur de la panne électroménager. Or, on parle aujourd'hui de plus en plus de qualité totale, de produits zéro défaut. Est-ce que la panne existe toujours? Oui, heureusement. Parce qu'il existe des pannes mécaniques, des pannes électriques, électroniques. Comme ça fait 30 ans que je suis dans le métier, on voit que les techniques ont évolué par rapport à une trentaine d'années. Et ça devient de plus en plus compliqué, surtout dans l'électronique, quoi. Pourquoi ça chauffe? Mais vous vous rappelez que les conducteurs sont des matériaux qui ont la propriété de laisser passer le courant électrique. C'est en général un métal comme le cuivre ou l'aluminium. Au contraire, les isolants, eux, ne laissent pas passer le courant électrique. Ce sont en général des matières plastiques, du caoutchouc, de la porcelaine, du verre. Eh bien, pour fabriquer une résistance, on utilise un matériau qui se situe entre conducteur et isolant. C'est-à-dire qu'il laisse passer le courant, mais en lui offrant une certaine résistance. Alors, si on image ces trois notions, dans un conducteur, certains électrons peuvent se déplacer aisément, sans aucune contrainte. Dans un isolant, ils ne peuvent pas se déplacer, comme s'il y avait des barrières. Dans un matériau résistant, certains électrons peuvent se déplacer, mais beaucoup moins facilement que dans un conducteur, comme s'ils devaient franchir des obstacles, se heurter à des chicanes. Eh bien, tous ces efforts provoquent un échauffement du matériau. Alors, ce sont en général des alliages métalliques, comme le nickel-chrome ou le cuivre-nickel-zinc. Alors, suivant les alliages, la difficulté des électrons à circuler est plus ou moins grande. Donc, le matériau sera plus ou moins résistant. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour un même nombre d'électrons qui circulent, donc pour la même intensité de courant, plus le matériau est résistant, plus les électrons se bousculent, se choquent. Donc, plus l'échauffement sera important. Évidemment, dans les matériaux conducteurs, comme il n'y a pas d'obstacle au déplacement des électrons, il n'y a donc pas d'échauffement. Et dans un isolant, comme il n'y a pas de déplacement d'électrons, il n'y a également pas d'échauffement. Voilà. Sur cette machine, on a changé la résistance qui était en court-circuit. La preuve est là, par une résistance neuve de même valeur. Voilà, et alors on constatait ça en faisant différentes mesures. On prend l'appareil des mesures, on se met en ohms. Et on mesure la résistance, la valeur de la résistance qui est de 27 ohms à peu près. Et l'ancienne est en court-circuit, hein. L'ancienne résistance, si on la mesure, elle est en court-circuit. Alors, autrement, sur ces machines, on peut faire différentes mesures. Si une machine comme ça rentre, les valeurs du moteur ou de la sécurité de porte, de la vanne à eau, pour voir si c'est un autre défaut qui a entraîné la cassure de la résistance, par exemple. Vous venez de voir que le professionnel a mesuré avec son multimètre des résistances. Effectivement, sur tous les multimètres, il y a une fonction ohmmètre. C'est celle qui permet de mesurer les résistances électriques. Alors, l'unité de résistance électrique est l'ohm. Alors, on va mesurer une résistance. Tiens, par exemple, celle de cette machine à laver. Il suffit de raccorder les deux cordons de l'ohmmètre sur la résistance. Et on lit 15 ohms,7. Alors, vous avez vu aussi que le professionnel a mesuré deux résistances qui avaient des aspects identiques, mais des résistances complètement différentes. Eh bien, pourquoi?
On va le voir avec une petite manipulation. Alors on va prendre deux fils de matériaux résistants différents. Mais ils ont la même longueur et la même section. Alors on va mesurer le premier. Sa résistance est de 1 ohm. Maintenant, on va mesurer le second. Sa résistance est de 7 ohm 8. Donc, la résistance dépend de la nature du matériau. Alors maintenant, ce fil, dont la résistance est de 7 ohm 8, je vais le couper en deux. Et je vais mesurer la résistance du morceau. 4 ohms,1. Donc on voit que pour un même matériau, plus la longueur est petite, plus la résistance est petite. Alors maintenant, on va prendre un fil du même matériau que celui-ci, de la même longueur, mais d'une section beaucoup plus petite. Et on va mesurer sa résistance. La résistance est de 16 ohms. Donc, pour un même matériau et pour une même longueur, plus la section est petite, plus la résistance sera importante. Donc, si on revient aux résistances de notre dépanneur, eh bien, leur différence de valeur peut venir de l'un ou de plusieurs de ces paramètres. Longueur, diamètre ou nature du matériau. Deux fils de résistance différentes sont traversés chacun par un courant de 2 ampères. Celui qui s'échauffera le plus est le moins résistant, le plus résistant, ou on ne peut pas le savoir. C'est la deuxième proposition qui est la bonne. En effet, pour une même intensité, le matériau le plus résistant est celui qui s'échauffe le plus. Deux fils du même matériau résistant ont la même section. La résistance du premier est de 5 ohms et celle du second de 8 ohms. Quel est le fil le moins long? Le premier, le second, ou on ne peut pas le savoir? C'est la première proposition qui est la bonne. En effet, pour un même matériau et une même section, plus le fil est long, plus il est résistant. Allez, encore une petite question. Un fil A et un fil B ont la même longueur. La section du fil A est plus importante que celle du fil B. Quel est le fil le plus résistant? A, B, ou on ne peut pas le savoir? C'est la troisième proposition qui est la bonne. En effet, la nature des matériaux de chacun des fils n'est pas précisée. On ne peut donc pas savoir lequel est le plus résistant. Si les deux fils étaient du même matériau, c'est le fil B qui a la section la plus faible, qui serait le plus résistant. Alors cette fois-ci, c'était un lave-vaisselle qui était en panne, mais là, vous l'avez réparé. Hein. Et même le coupable, vous l'avez détecté, c'est cette pièce qui était défectueuse. Oui, ben, le coupable, c'est la pompe de cyclage. Pompe de cyclage qui était en court-circuit. Le bobinage qui est du cuivre a grillé à cause d'une fuite à l'axe ici. Hein. C'est pour ça qu'il y a une fuite d'eau et le bobinage, le vernis a fondu et le bobinage a grillé là-dessus. Et oui, tout élément traversé par un courant électrique s'échauffe, même s'il est conducteur. Vous venez de le voir. Le moteur
est un bobinage de fil de cuivre. Et pourtant, il a chauffé. Le cuivre, s'il est bon conducteur, a néanmoins une certaine résistance. Petite, mais pas nulle. Alors, s'il a trop chauffé, c'est que le courant qu'il a traversé était trop important. Dans un matériau même peu résistant, si le courant qu'il traverse est faible, l'échauffement est faible. Par contre, si l'intensité est grande, alors il y a un échauffement important. Donc dans une résistance, plus le courant est important, plus l'échauffement est grand. Suivant les applications, l'échauffement n'est pas toujours l'effet recherché. Bien évidemment, dans le four, on utilise cette propriété du courant électrique pour la cuisson. Mais dans d'autres cas, l'échauffement est un effet indésirable. C'est le cas, par exemple, dans ce moteur ou sur ce transformateur ou encore sur ces prises de courant. Alors, si les appareils fonctionnent dans de bonnes conditions, l'échauffement est normal. Par contre, si les conditions de fonctionnement sont anormales, eh bien, l'échauffement peut être destructeur. C'est pareil pour les fils électriques. Ils doivent être calibrés en fonction de l'intensité qu'ils doivent transporter. Si leur section est trop petite, eh bien, l'échauffement sera trop important. Par contre, il y a des cas où cet effet destructeur est calibré. C'est le cas des fusibles. Si un fusible saute, c'est parce que l'intensité qu'il a traversée était trop importante. Et il a fondu. Dans l'électroménager, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'électronique. Alors justement, vous nous avez montré ici différentes cartes électroniques. Donc rapidement, à quoi ça sert et comment ça fonctionne? Voilà, par exemple, c'est le module électronique de ce lave-vaisselle hein, qui commande tous les différents éléments. Hein. Dans le temps, il y a des programmateurs, maintenant tout est géré électroniquement. Il y a différents éléments électroniques, par exemple, il y a une résistance de 25 ohms, une autre résistance de 25 ohms. Ils ont des fonctions, déjà des grandeurs différentes et des fonctions différentes. Ça, c'est une résistance de chauffe, et là, c'est des résistances pour commander les microprocesseurs de l'électronique. Effectivement, des résistances peuvent avoir la même valeur et des tailles très différentes. En voici quelques-unes. Elles font toute une dizaine d'ohms. Alors, pourquoi ces différences de taille? Eh bien, parce qu'elles ne sont pas destinées à la même utilisation. Celle-ci, par exemple, est destinée à chauffer l'eau d'une machine à laver. Il faut donc qu'elle ait une puissance importante pour pouvoir dissiper rapidement l'énergie calorifique nécessaire au chauffage de l'eau. Et qui dit puissance importante, ici 3000 watts, eh bien dit taille importante. Cette autre résistance fait également 10 ohms, mais n'a une puissance que de 20 watts. Elle est destinée à tempérer l'intérieur des coffrets électriques dans les navires, pour éviter la condensation. Et cette autre ici, qui fait également 10 ohms, n'a une puissance que d'1 demi-watt. Elle sert dans les montages électroniques. Alors évidemment, dans les montages électroniques, le but des résistances n'est pas de chauffer. Dans un câble électrique, il circule une intensité de 30 ampères. Ce câble s'échauffe anormalement. Pour y remédier, il faut le remplacer par un câble de section plus faible, par le même câble ou par un câble de section plus importante. C'est la troisième proposition, la bonne. Plus la section du câble est importante, plus sa résistance est faible. Donc pour la même intensité, l'échauffement sera moindre. On a deux résistances de taille très différentes. La plus puissante est la plus grosse, la plus petite, ou on ne peut pas le savoir. La première proposition est correcte. Comme tout élément électrique, plus la taille de la résistance est importante, plus elle est puissante. On a deux résistances de taille très différentes. Celle qui a la plus petite valeur est la plus grosse, la plus petite, ou on ne peut pas le savoir.
C'est la troisième proposition qui est la bonne. Deux résistances peuvent avoir la même valeur et des puissances, donc des tailles différentes. Voilà, disons la grandeur des deux résistances, on la revoit. S'il y a une tension, si on met une tension aux bornes de cette résistance de 230 volts, c'est une résistance de chauffage pour spécial machine à laver. Par contre, si on met une tension de 230 volts sur une résistance de 25 ohms ici, ben la résistance va claquer. Son rôle, ces résistances, on va les mettre en basse tension, c'est pour gérer l'ensemble électronique, les différents éléments de la carte électronique. Très bien. Alors, puissance, courant, ça allait, mais alors si les tensions sont différentes, moi, j'y perds mon latin. Bon, je vois que c'est encore pas très clair. Mais vous allez voir, avec cette petite manipulation, ça va être limpide. Alors, voici un circuit dans lequel on a un générateur qui alimente une résistance de 47 ohms. Un ampèremètre mesure le courant qui traverse la résistance et un voltmètre mesure la tension aux bornes de la résistance. Alors on met sous tension et on mesure. La tension aux bornes de la résistance est de 12 volts et le courant qui traverse la résistance de 0,25 ampères. Maintenant, on va remplacer cette résistance de 47 ohms par une résistance de 35 ohms, donc un peu plus petite. On met sous tension. La tension aux bornes de la résistance est toujours de 12 volts. Par contre, le courant, lui, est passé à 0,35 ampères. Il a augmenté. Lorsqu'on alimente deux résistances sous la même tension, c'est dans la résistance dont la valeur est la plus importante que le courant est le plus faible. On pourrait aussi dire, c'est dans la résistance dont la valeur est la plus faible que le courant est le plus grand. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe si on change non plus la résistance, mais la tension d'alimentation. Alors on va reprendre notre montage avec la résistance de 35 ohms. On l'alimente, on a toujours 12 volts, 0,35 ampères. Maintenant, on va augmenter la tension d'alimentation à 16 volts. Et on voit que le courant a lui aussi augmenté à 0,45 ampères. Dans une résistance, plus la tension à ces bornes est importante, plus le courant qui la traverse est important. Les caractéristiques d'une bouilloire électrique sont 800 watts, 220 volts. Si on l'alimente en 110 volts, l'intensité qui la traverse est plus grande, la même ou plus petite? Plus petite, bien sûr, pour une même résistance. Si la tension diminue, le courant qui la traverse diminue. Dans un circuit où la tension ne varie pas, un fil résistant est traversé par un courant de 2 ampères. Si on raccourcit le fil, le courant diminue, augmente ou ne change pas? Bien, c'est la deuxième proposition qui est la bonne. En effet, si on raccourcit le fil, sa résistance diminue et comme la tension est la même, bien le courant augmente. Voilà, une résistance de cuisinière ou de four. Hein. Il y a deux résistances, on peut les brancher en parallèle ou bien une résistance seule. Hein. Si on branche par exemple l'extérieur en 230 volts, une tension de 230 volts, si on branche les deux en parallèle, ben, ça chauffe le double. Hein. Par contre, ça c'est un élément chauffe-eau d'une plaque de cuisson qu'on peut brancher en série et en parallèle. Avec l'aide d'un commutateur sur les différentes puissances de chauffe demandées. Alors on va voir ce qui se passe si on met des résistances en série. Alors on va prendre une résistance et on va la mesurer. Elle fait 47 ohms. Maintenant on prend une seconde résistance,
qu'on va brancher en série avec la première. On mesure la résistance de l'ensemble et on lit 82 ohms. Donc, quand on câble deux résistances en série, la résistance de l'ensemble augmente. Tout se passe comme si on avait augmenté la longueur du fil résistant. Bien, maintenant, on va voir ce qui se passe si, au lieu de les mettre en série, on met deux résistances en parallèle. Alors, je reprends une résistance, par exemple celle-là, elle fait 35 ohms. On va brancher la seconde en parallèle avec la première. Et on mesure la résistance de l'ensemble. 20 ohms. Elle a diminué. Donc, quand on met deux résistances en parallèle, la résistance de l'ensemble diminue. Tout se passe comme si on avait augmenté la section du fil résistant. Un courant de 2 ampères traverse une résistance alimentée sous 12 volts. On met une deuxième résistance en série avec la première. Le courant augmente, diminue ou ne change pas? Eh bien, diminue. La résistance de l'ensemble a augmenté, donc le courant a diminué. Allez, encore une petite question. Un courant de 5 ampères traverse une résistance alimentée sous 220 volts. On met une deuxième résistance en parallèle avec la première. Le courant augmente, diminue ou ne change pas? En fait, la résistance de l'ensemble a diminué, donc le courant global a augmenté. Mais dans la résistance initiale, le courant est resté le même. Évolution des produits, diversification des gammes, intrusion de l'électronique, l'électroménager a connu une véritable révolution. Le métier également a évolué et les formations ont suivi le mouvement. Pour bien voir ce qui a changé, je vous propose d'aller voir Jean-François Guillaume, formateur AFPA à Marseille-Latreille, spécialité électroménager. Tes cours de bain, c'est ça ce que tu veux dire? Je comprends rien. Un chemin. Celui-là. Et celui-là, c'est celui-là. Ah, c'est là. Donc si ça arrive là, tu jettes le programmateur. Dès que le prog il s'emballe, c'est qu'il y a un problème au niveau des composants. Hein, c'est tout. Quelque chose toi? Ah non, c'est normal. C'est le converteur. Ah, elle est là. Regarde. Il n'est pas dedans. Voilà, tu prends là. Mets-toi sur le bip. Prends le mien, il est là. Ah, c'est bon. L'évolution en électroménager s'est également faite au niveau des lave-linges. Tout le lavage a été concerné. Alors là, on a deux machines qui sont de génération relativement récente. Une étant un hybride, c'est-à-dire encore dirigée par un programmateur, qui était notre ancien cerveau autrefois, mais ce coup-ci associé à une carte électronique. L'autre était entièrement géré par électronique. On retrouve quand même deux notions à l'intérieur de l'électronique. Une notion de carte de puissance, qui correspondrait mieux à notre programmateur, au contact du programmateur, et puis une partie codage qui est un petit peu gérée là aussi par la carte. Aujourd'hui, l'électronique, c'est devenu quelque chose de classique finalement dans la machine à laver? Tout à fait. On peut dire que l'électronique a absolument envahi tout le marché de l'électroménager. Il n'y a plus une machine qui ne soit pas gérée par électronique, même dans le bas de gamme, pratiquement, ça n'existe plus.
de plus en plus difficile pour le bricoleur du dimanche de réparer sa machine à laver. Aujourd'hui, l'électroménager, c'est une vraie compétence. Tout à fait. Ça demande des connaissances et une bonne méthode de dépannage. Il faut pouvoir procéder lorsqu'on doit intervenir sur des cartes électroniques. Et bien souvent, on procède par élimination. C'est parce que le reste autour n'est pas en panne qu'on en conclut que la carte est en panne. Mais il est très difficile de pouvoir intervenir sur des cartes qui ont des petits micros, là comme là, et qui gèrent absolument tout. On n'est pas en clientèle, on n'est pas outillé pour. Au plus le cerveau est petit, au plus il est difficile d'intervenir. Tout à fait. Tout à fait. Ça demande du matériel spécial et une formation adéquate. J'espère que cette émission vous aura éclairé. En tout cas, je vous rappelle que nous avons d'autres étapes programmées dans notre voyage à la découverte de l'électricité. Ces prochaines émissions vous permettront d'acquérir de nouvelles connaissances techniques de base. À bientôt pour notre rendez-vous avec l'électricité. Au revoir. C'est lui qui commande les cigars. Lui, je sais pas, Voilà. c'est là. Tu as combien là? Non, c'est lui. Normalement, il devrait s'arrêter au 0. Après ce numéro consacré aux résistances et leurs grandes caractéristiques, nous vous proposons de suivre à présent le magazine de l'actualité de l'électricité. Au sommaire de cette édition, les nouvelles technologies entrent dans les maisons. Il sera question de la domotique, nom un peu compliqué mais dont vous saurez tout dans quelques instants. Puis, nous parlerons de la sécurité dans les métiers touchant à l'électricité, sur la nécessité de vérifier la conformité des installations électriques. Nous irons à la découverte d'un organisme, le Consuel. Enfin, après avoir vu dans la première partie de ce numéro des conducteurs qui présentent une certaine résistance, nous aborderons un nouveau type de matériaux qui présente une résistance quasiment nulle, les supraconducteurs. Mais abordons tout de suite le premier sujet, la technologie du bus. Nous sommes déjà entrés dans le monde imaginé par la science-fiction avec le concept de la maison intelligente et communicante. C'est une nouvelle conception de l'installation électrique d'un bâtiment qui permet de réaliser avec simplicité une multitude de commandes différentes. Imaginez, vous devez quitter votre maison précipitamment. À partir d'une simple télécommande, une centrale électrique va réagir à un scénario préétabli. Alarme activée, issue verrouillée, four stoppé et lumières éteintes. Des fonctionnalités séduisantes pour un marché qui a longtemps été considéré comme coûteux ou gadget, mais qui arrive aujourd'hui à son seuil de maturité. Une maison intelligente, c'est une maison qui va pouvoir harmonieusement concourir aux fonctions diverses et variées qui sont celles de la domotique. On va les citer rapidement. D'abord, premièrement, le contrôle de l'éclairage, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et puis, deuxièmement, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est climatisation, tout ce qui tourne autour du confort. Ensuite, toutes les fonctions de commande des ouvrants. Je terminerai avec une fonction qui est importante aussi, c'est une fonction de flexibilité. Ça veut dire qu'une pièce qui était définie à un moment donné comme une chambre d'enfant va devenir une chambre de teenagers avec d'autres besoins. Et puis après, on va s'apercevoir que le teenager, ce n'est plus dans la maison et que ça devient un bureau ou un petit salon. Et donc, toute l'évolution de la maison dans le temps demande une grande flexibilité à l'installation qui est difficile à faire avec des réseaux câblés traditionnels, mais qui, grâce à la domotique, permet une reconstitution de l'automatisme en fonction de l'usage. Donc là, on est plutôt dans une application tertiaire. Donc on retrouve les mêmes produits que dans l'habitat, avec des modules de commande de lumière et des modules de volet. Les informations transitent à travers la liaison bus, qui est donc ce câble-là. Et derrière chaque interrupteur, on retrouve un domino sur lequel on raccorde un interrupteur qui, effectivement, enverra l'information à travers le bus et qui sera réceptionné
par le module de commande, volet, lumière, etc. Je m'appelle Bruno Baldoff, gérant de la société Électricité Valter. Et lors de la construction, je voulais avoir quelque chose au top au niveau installation électrique. Donc je vais vous montrer le tableau où toute l'installation est regroupée. Et donc l'installation se programme grâce au configurateur. Et on retrouve toutes les commandes regroupées sur le tableau. Donc tous les points lumineux arrivent au niveau du tableau avec les modules de commande de variation de lumière, les modules d'allumage et d'extinction de lumière, les modules de commande de volet et les modules de chauffage donc, qui pilotent le chauffage grâce aux thermostats qui sont déportés dans la maison. Et de plus, il y a l'alimentation pour la ligne bus qui alimente tous les différents produits qui sont installés dans la maison. J'ai effectivement suivi une formation d'une journée chez un grossiste avec la société Aguerre qui nous a familiarisés avec tous les produits et puis leur mise en œuvre. Le système TBIS-TS est un système sans ordinateur. C'est-à-dire que nous avons la capacité de pouvoir programmer l'installation sans aucun appel à un produit complexe. Et sur ces produits que vous voyez ici, par simplement un jeu de boutons, nous sommes capables de pouvoir affecter les ordres à tous les éléments. L'information est très légère, mais il faut quand même un minimum d'éducation pour pouvoir être, je dirais, lâché sur un tel système. Disons que la demi-journée ou la journée de formation et d'entraînement suffit pour pouvoir réaliser une installation. Il y a un élément commun à tous les métiers, c'est la sécurité. En effet, l'exercice d'une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, voire même une activité de bricolage, comporte des risques liés à l'emploi d'outillage ou de matériaux. On voit donc l'intérêt de veiller particulièrement au respect des règles en matière de sécurité. Les métiers d'électricité n'échappent pas à cette obligation, bien au contraire. Car en plus de l'utilisation d'outils ou de matériaux, il y a les risques inhérents à la manipulation du courant électrique. Ce qui fait d'ailleurs qu'il est nécessaire, obligatoire même, d'être habilité pour effectuer des travaux sur des installations sous tension. Les règles de sécurité en matière d'électricité se sont élaborées au fil du temps et évoluent continuellement. En les respectant à la lettre, le professionnel peut exercer son métier en toute sécurité. Pas facile d'être un électricien. On peut se prendre des coups de jus, et même parfois des châtaignes. Rien d'étonnant donc si on se retrouve à la masse. C'est que la tension est grande souvent au boulot, sans compter les ambiances électriques, ou encore l'obligation de se tenir au courant des dernières nouveautés. Fort heureusement, avant de disjoncter, il y a des solutions. En plus de débrancher de temps en temps pour réduire le stress, soyons câblés et regardons protection rapprochée. Que fait exactement la corporation dans le domaine de la sécurité pour les artisans électriciens? Alors actuellement, nous avons donc une formation de secouriste à sécurité du travail pour notre personnel, disons, qui est nécessaire évidemment, dès que plusieurs équipes, plusieurs personnes sont actives sur un chantier. D'autres actions peut-être? Alors une deuxième action très importante et obligatoire est la formation à l'habilitation de notre personnel, ce qui permet aux employeurs d'habiliter le personnel par rapport au risque électrique, par rapport au risque encouru sur les chantiers d'intervention. Qu'est-ce qu'une habilitation? On a tourné des images là-dessus. On regarde. Alors l'habilitation est en fait un contrat signé entre l'employeur et l'habilité. Ce contrat reconnaît que l'employé a été formé à la sécurité dans un centre de formation et l'employeur va donner les moyens à son employé d'assurer cette sécurité. Quelles sont les différentes habilitations? Il y a d'abord les habilitations pour les non-électriciens, B0
pour la basse tension, H0 pour la haute tension. Les habilitations pour électriciens, pour travaux hors tension, B2, B1, avec voisinage éventuel. Le référentiel des différentes formations pour l'habilitation électrique est décrit dans une note technique publiée sous forme de recommandation par la CRAM. Ces recommandations s'appliquent à l'ensemble des personnes qui interviennent dans le domaine électrique. Nous sommes en train de suivre une habilitation électrique en travail sous tension, sachant que l'électricité a un seuil de risque mortel de 30 mA, c'est donc potentiellement quelque chose de très dangereux. Alors, les causes du risque électrique sont principalement dues d'abord au contact direct, donc contact direct entre deux potentiels, qui est dû bien souvent à la méconnaissance du risque. D'autre part, les explosions dues principalement au court-circuit. Alors les courts-circuits, c'est toujours la méconnaissance du risque, méconnaissance des problèmes liés au voisinage. Et enfin, mais dans une moindre mesure, les contacts indirects qui ont beaucoup diminué, les accidents par contact indirect, parce qu'il y a de plus en plus de matériel en double isolation, il y a de plus en plus de schémas de terre bien faits, et surtout il y a les contrôles habituels, les organismes de contrôle, qui sont pour une large part dans le fait que le matériel est sécuritaire. Ok. Un autre problème qui se pose, c'est la coactivité, à savoir plusieurs corps de métier travaillant ensemble sur le même chantier. Pour évoquer ce problème-là, on voit tout de suite l'ingénieur sécurité d'électricité de Strasbourg. La coactivité génère effectivement des risques et les maîtriser signifie une analyse au préalable de ces risques par les différents intervenants, de telle manière à déterminer les mesures de prévention les mieux adaptées et de les mettre en œuvre par la suite sur le chantier. Par exemple, quand il s'agit de prévenir le risque de chute de hauteur, sachant que la réglementation privilégie la mise en place de protections collectives par rapport aux protections individuelles. Il est vrai que les chutes de hauteur sont un grave problème dans la profession. On a des images à ce sujet-là, on regarde. Nous trouvons les protections collectives, garde-corps, filets et échafaudage, et les protections individuelles qui sont les harnais de sécurité. J'en profite pour rappeler que les travaux sur échelle sont interdits. L'échelle est un moyen d'accéder à un autre niveau et non pas un lieu de travail. Nous utilisons toujours un échafaudage donc, roulant. Pour déplacer un échafaudage, il faut faire attention qu'il n'y ait personne donc, sur le plateau. Il est interdit de déplacer avec une personne. Il est interdit de se tirer quand on est donc, sur le plateau. Et donc, pour des accès qui sont difficiles ou bien des travaux de courte durée, on préfère prendre une nacelle. Il faut rappeler que toute personne qui travaille avec une nacelle doit avoir une formation. Comment bien utiliser les échafaudages roulants? Il faut déjà bien regarder que les freins soient bien serrés, tous les quatre. Voilà. Que les goupilles soient bien goupillées. Toutes les goupilles, bien sûr. Bon, quand on monte sur l'échafaudage, toujours de l'intérieur, faire attention que les plateaux soient bien inversés. Et quand on arrive sur le lieu de travail, s'arrimer avec un harnais sur la ligne de vie ou une charpente métallique. Une enquête réalisée en 1997 révélait que plus de 7,3 millions de logements présentaient une ou plusieurs non-conformités de leurs installations électriques. Pour pallier ces problèmes de sécurité, un organisme de contrôle indépendant existe, le Consuel. Sa mission, contrôler et appliquer les règlements et normes de sécurité lors de travaux d'installation électrique en construction neuve ou en rénovation, car sans l'aval obligatoire du Consuel, pas d'électricité. Nous allons suivre la journée de Philippe, inspecteur au Consuel, qui va vérifier les installations électriques, mais qui va répondre aussi à l'appel de particuliers soucieux de leur sécurité. Car les inspecteurs du Consuel ont une deuxième casquette lors de leur visite sur le terrain. Ils sont aussi mandatés par Promotelec, une association regroupant EDF et l'ensemble de la filière électrique, qui veut améliorer la sécurité et la qualité des installations électriques dans le bâtiment. On va voir tous les raccordements. Donc aujourd'hui, on est venu vérifier l'aspect consuel, donc les normes électriques pour le respect.
En plus, il y a une demande de label Promotelec qui a été faite pour une maison neuve. Donc on vérifie l'aspect sécurité électrique et l'isolation, la ventilation et la qualité du chauffage qui a été mise en œuvre. Donc on juge l'épaisseur de l'isolant mis en œuvre et puis la qualité. Tous les distributeurs d'énergie en fait réclament l'attestation de conformité à l'installateur électricien ou au particulier si c'est le particulier qui a fait son installation lui-même pour pouvoir faire la première mise sous tension. C'est du plastique. La visite est terminée, chantier, donc maintenant on fait le rapport final. On explique ce qu'on a trouvé sur le chantier. En fait, en gros, c'est une photo du chantier qu'on transmet au bureau à Dijon. Ça rassure, la maison, voilà, le travail est fait et puis la maison est bien isolée, aux normes en électricité, c'est très bien. Donc ça c'est le rapport bâti, ventilation, et le rapport compresseur. Là c'est une visite qui a été demandée par un particulier pour un diagnostic électrique. Donc c'est une installation existante. Il a des doutes sur l'installation. On va aller le renseigner. Donc là c'est Promotelec qui mandate Consuel pour le travail terrain. Et on va juger son installation pour savoir s'il est en sécurité. Ici, une cuisine toute équipée. Et là, effectivement, on trouve plein de câbles qui se promènent un peu n'importe comment, raccordés comme on a pu le faire. Est-ce qu'on est en sécurité ou pas? Aujourd'hui, dans ce logement, non. Juste pour un petit détail, on a des dérivations qui sont faites hors boîtier dans la cuisine. Il faudra protéger tout ça par boîtier. Il y a des aberrations aujourd'hui et le particulier qui n'y connaît rien, c'est pas forcément que c'est dangereux. Hein. Donc c'est intéressant de faire des diagnostics de temps en temps et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des tableaux très très vétustes avec des protections encore fusibles porcelaine par exemple. C'est une visite prévue pour un appartement ou c'est la maison? Ouais, d'accord, un appartement, d'accord. Alors voilà, la salle de bain. Ça a été récupéré dans le boîtier, ça a été fait en apparent là, par un petit câble type Syndex. Déjà section insuffisante et protection mécanique nulle, de plus fixée sur une canalisation sanitaire. Nous voulons avoir un avis neutre pour analyser et évaluer l'état de notre installation électrique, voir s'il est en sécurité, connaître l'importance des travaux à effectuer, les modifications éventuelles à apporter aussi. Monter une cloison fixe pour rendre inaccessible le lave-linge depuis la baignoire. D'accord. Donc ici, on peut très bien imaginer un panneau fixe. Oui. Hein? Oui, tout à fait. C'est quand même une installation qui a bientôt un demi-siècle. Alors, il est temps quand même d'améliorer cela et surtout de se mettre en sécurité. Il y a trop de problèmes actuellement avec l'électricité, on ne joue pas avec. Voilà, je vous expliquais les conclusions de la visite. Le tableau, bien sûr, il faut le remplacer. Oui. Protection fusible et oui. ancienne. Il faudra aussi compléter le réseau de terre dans les pièces à sol conducteur. C'est-à-dire que dans la salle de bain, la cuisine et le sous-sol, on devrait avoir des prises de terre. Hein. D'accord. Voilà, pas mal de travaux à prévoir. À présent, je vous propose de revenir sur les notions de résistance. Vous vous souvenez qu'un conducteur traversé par un courant s'échauffe sous l'effet de sa résistance. Cette propriété peut être recherchée pour elle-même. C'est le cas de certains radiateurs électriques. Mais le plus souvent, c'est un effet indésirable que l'on souhaite atténuer au maximum. Seulement voilà, si on veut atténuer l'échauffement d'un conducteur et par conséquent les pertes d'énergie, il faut augmenter la taille des câbles qui transportent le courant. Mais cela augmente leur poids et leur prix. D'où l'intérêt de la recherche sur des matériaux qui permettent une bonne conductivité d'un courant important à travers un câble de section très faible et à condition d'être à très basse température. C'est la supraconductivité. C'est ce que EDF a expérimenté dans son département des câbles isolants et matériaux d'automatisme, la CIMA. Les matériaux supraconducteurs
présente en effet l'intérêt de conduire le courant sans aucune perte d'énergie, pour autant qu'il soit maintenu dans certaines conditions de température, de champ magnétique et de densité de courant. Les avantages sont nombreux. Réduction du volume des matériels, stockage de l'énergie sous forme magnétique plutôt que sous la forme électrochimique traditionnelle. Les enjeux liés à la supraconductivité sont importants pour EDF. À terme, tous les matériels électriques peuvent être concernés par ce qui constituerait une véritable rupture technologique. Regardez. Voilà, donc le premier appareil, celui du haut, nous indique l'intensité qui passe dans l'échantillon supraconducteur. L'unité, c'est l'ampère. L'appareil du bas, c'est la mesure de la résistance de la partie d'échantillon que l'on mesure. On utilise de l'azote liquide puisque les matériaux supraconducteurs ont malheureusement, si j'ose dire, la particularité de perdre leur caractère supraconducteur à partir de environ moins 180 degrés Celsius. C'est-à-dire que si vous prenez un matériau supraconducteur à la température ambiante, il ne sera pas supraconducteur. Il faut le tremper dans l'azote liquide, c'est-à-dire être à très basse température pour que ce matériau devienne supraconducteur. Oui, donc les espèces de crépitements que vous entendez, c'est le plastique là, qui est en train de revêtir le bac en polystyrène. Et ces feuilles de plastique, lorsqu'elles sont à température de l'azote liquide, deviennent cassantes et donc relativement fragiles. Et c'est un petit peu le crépitement entre autres, que vous entendez. Voilà, ici on a un montage qui va nous permettre d'injecter dans un ruban supraconducteur un courant entre ces deux points-là. Il n'y a que le courant va passer d'ici, dans le ruban, jusque là. Ensuite, nous mesurons la tension entre les deux points situés sur le supraconducteur. Donc ici, nous injectons dans le supraconducteur un courant d'environ 2,5 ampères.
Et on peut voir avec l'appareil d'en dessous, donc on mesure une résistance d'environ 44 milliohms. Donc ceci à température ambiante. Maintenant, nous allons plonger le supraconducteur dans l'azote liquide, tout en laissant la même intensité traverser le supraconducteur. Et nous devrions voir la résistance descendre à 0, ou très très proche de 0 milliohm. C'est lui qui gagne. Vous avez ici un ruban supraconducteur de section utile 1 mm², et dans ce type de ruban, on peut actuellement passer jusqu'à une centaine d'ampères. Pour passer l'équivalent dans un conducteur en cuivre classique, il faudrait un conducteur d'une taille de 100 mm² environ, comme vous pouvez le voir ci-dessous. La compacité est effectivement l'un des avantages prépondérants des matériaux supraconducteurs par rapport aux matériaux classiques. Est-ce que vous pourriez me citer d'autres avantages de la supraconductivité? Alors, une autre manière de citer l'un des avantages de la supraconductivité est qu'avec la même section équivalente, vous pouvez passer beaucoup plus de courant. Autre avantage aussi que l'on peut rajouter, c'est les faibles pertes que l'on a lorsqu'on transporte le courant avec des câbles supraconducteurs. C'est-à-dire, vous l'avez vu dans l'expérience précédente, lorsque le câble devient supraconducteur, la résistance électrique devient voisine de 0, ce qui permet d'avoir des pertes très très faibles. Ah, voilà, ici nous avons un supraconducteur qui a une section de 1 mm² environ. Là, nous avons un conducteur en cuivre de section équivalente. Dans le supraconducteur, on peut faire passer sans difficulté une centaine d'ampères. Dans le fil de cuivre, donc de même section, à 10 ampères, le fil va chauffer. À 20 ampères, 30 ampères, il va commencer à rougir, et à 50 ampères, il va fondre. Le but de l'expérience est de montrer que pour un conducteur en cuivre de section équivalente à un supraconducteur, le fil de cuivre supporte une intensité maximum d'une vingtaine d'ampères, alors que le supraconducteur peut voir passer une centaine d'ampères. Là, tu laisses à 50, c'est bon, là, on voit bien la fumée. Voilà, c'est la fin de ce magazine sur l'actualité de l'électricité, et nous arrivons au terme de ce numéro 3 de l'électricité en série. Maintenant, vous savez tout, ou presque, sur la résistance et la supraconductivité. Le prochain numéro de notre série sera consacré aux générateurs et aux récepteurs. Avec les conducteurs, vous avez pu voir comment l'électricité est transportée. Avec les générateurs et les récepteurs, vous verrez comment elle est produite et utilisée. À bientôt.